Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'état de la société et des forces armées ukrainiennes, de ce qu'on peut en savoir en tout cas à travers des voyages d'études dans le pays. J'ai le plaisir de recevoir deux habitués de ce podcast récemment passés par l'Ukraine. Tout d'abord Anna Colin-Lebedev, maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre, spécialiste notamment de la société ukrainienne et de sa mobilisation à l'intérieur de cette guerre. Je vais juste citer votre dernier livre en date, La force des faibles, paru au début de l'été aux éditions du Seuil. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour, ravi d'être là. Et ensuite, Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Bon, Elie, je vous présente plus, les gens savent qui vous êtes, je pense. Et malheureusement, on se refait pas. Voilà. Mais donc, l'idée de base de cette émission, c'est que vous êtes tous les deux assez fraîchement de retour d'Ukraine dans des voyages d'études séparés qu'il va s'agir de faire dialoguer, ce qui est d'autant plus intéressant que vous avez des axes d'études et donc d'observation assez différents. Anna, vous êtes plutôt portée sur l'observation de la société ukrainienne et de ses recompositions pour faire face à la guerre, et Elie plutôt sur les capacités militaires ukrainiennes et leur évolution interne, même si évidemment c'est des dynamiques qui se croisent et qui communiquent. L'une n'a pas de sens sans l'autre, mais c'est quand même pas exactement, on le disait il n'y a pas si longtemps avec Michael Kaufman, mais il faut avoir une idée en tête, il faut avoir un sujet en tête pour faire un voyage d'observation réussi, et a priori c'est pas nécessairement exactement le même que vous aviez l'un et l'autre. Donc pour commencer, j'aurais aimé parler un peu des conditions matérielles de ces séjours que vous avez faits. Voilà, évidemment ça cadre et ça informe ces observations que vous pouvez faire, et puis, alors d'abord c'est intéressant dans l'absolu, de voir notamment comment on peut produire de la connaissance sur ce conflit, en particulier pour des chercheurs français. Voilà, ce qui n'est, soit dit en passant, pas tout à fait la même chose que pour des chercheurs américains, comme l'auront appris ceux qui ont écouté le récent épisode avec Michael Kaufman, justement, où il racontait comment il se balade assez librement sur la ligne de front en bagnole, ce qui est, je crois, pas exactement les mêmes conditions que celles auxquelles vous êtes soumis. C'est aussi, soit dit en passant, cet épisode, c'est l'occasion de faire un épisode sur le terrain en Ukraine pour les auditeurs qui n'ont pas pu suivre ce dernier épisode avec Michael Kaufman, ce que je comprends évidemment, même si c'est dommage, parce que j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai beaucoup appris à le faire parler pendant plus d'une heure et demie la semaine dernière. Donc, dites-moi peut-être l'un et l'autre, c'était quoi ces voyages, qui les organisait et qu'est-ce que vous avez pu faire, Elie? Alors, merci encore pour l'invitation et donc ce débrief presque à chaud, c'est 2 semaines que je suis rentré, donc j'ai quand même eu le temps un peu de digérer. C'est mon 3e terrain en Ukraine, depuis le début de la guerre. On a eu à chaque fois, j'ai eu à chaque fois des cadres différents. Celui-là a été autoporté en fait. À mon dernier retour, il y a 1 an, l'été dernier, en 2024, on s'est dit il faut absolument qu'on revienne 2 fois par an au minimum pour suivre l'évolution du conflit. Tous les 6 mois, ça nous semblait un minimum. Je pense que 3 fois par an serait en fait peut-être le bon rythme maintenant. Et j'ai raté, puisque j'ai pas réussi à revenir avant 1 an. Et donc, j'ai dit, il faut absolument qu'on soit capable d'y aller. Et justement, et ça, c'est l'occasion, on va dire, de parler un peu boutique, mais on n'avait pas de véhicule financier, contractuel à l'IFRI. On a soit des observatoires, des contrats cadres, marchés publics, ministère des Armées, ministère des Affaires étrangères ou autres, qui me permettent de justifier ce type de déplacement. Là, on n'a pas le cas. Moi, je plaide depuis 3 ans maintenant pour qu'il y ait un observatoire du conflit en Ukraine, un observatoire de l'aide à l'Ukraine, ou quel que soit l'angle, mais qui soit centré sur l'Ukraine, dans lequel on pourrait à l'IFRI candidater avec d'autres, avec des partenaires, je pense qu'on en aurait besoin. Et il n'y a pas, et ça n'existe pas. Donc là, on rentre un peu dans la boutique de qu'est-ce que c'est qu'une recherche think tank, mais de temps en temps, on arrive quand même malgré tout à dégager du temps pour dire on va faire une mission et on va faire parce qu'il y a un intérêt d'ordre général. Après là il y a des choses qui se sont débloquées entre temps, donc je vais devoir pouvoir le valoriser un petit peu, mais c'est pas évident, surtout quand il y a un coût spécifique au déplacement sur des zones dites difficiles. Je veux pas dire zone de guerre parce que moi j'ai pas eu l'impression d'être au cœur d'une zone de guerre. J'étais essentiellement dans la région de Kiev
donc en dehors des frappes aériennes quotidiennes. Ça, vous avez pris quelques sheds, quand même. Exactement, mais il n'y a qu'à discuter avec les Ukrainiens pour voir qu'ils ne considèrent pas ça comme être sur la zone de guerre. La zone de guerre, elle est quand même plus à l'est, voilà, dans une zone de 50 km de la ligne de contact officielle. Je pense que c'est là où vraiment on change complètement le dispositif de recherche si on est dans cet espace-là. Et le reste, c'est autre chose. Mais ça reste un terrain difficile, pas anodin, qui n'est pas suivi par les assurances classiques, et donc il y a des surcoûts pour l'organisme qui vous envoie, ou si vous vous autofinancez, après c'est à vos risques et périls, mais voilà, Europe Assistance classique ne couvre aujourd'hui pas l'Ukraine comme zone de guerre. Et donc j'ai fait ça, et puis pour pas être trop long, ensuite je me suis associé avec un partenaire néerlandais, Tim Spice, du Hague Center for Strategic Studies, qui est un think tank de recherche académique sur les questions de défense et de stratégie aux Pays-Bas, parce qu'il avait aussi un intérêt d'y aller. Lui n'était pas allé depuis l'invasion à large échelle, et donc on a partagé un certain nombre de contacts qu'on avait, et on avait un agenda de recherche avec sans doute l'idée d'en rédiger un papier qui est en cours de rédaction. Et peut-être aussi d'en faire le point de départ de ce qui serait justement un projet plus large d'un réseau de chercheurs sur les études de sécurité et défense, mais pas uniquement, aussi dans un sens plus large, en intégrant d'autres aspects des sciences sociales, sur le conflit ukrainien, qui aujourd'hui n'existe pas et qui nous semblerait nécessaire. Anna, vous, comment... Alors c'est encore un peu différent, puisque vous, c'est l'université, donc c'est-à-dire, déjà on comprend que les think tanks, c'est pas facile, et pourtant ils ont une souplesse et une fluidité qui est a priori un peu plus importante que l'université française, où il y a des ordres de mission à obtenir, etc. Alors vous, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que ça s'est monté ? Alors moi, je fréquente l'Ukraine depuis 2008. Je fais des enquêtes dans ce pays. J'y ai habité pendant quelques années d'ailleurs, entre 2008 et 2012, et le terrain de ce conflit armé depuis 2015. Et à chaque fois, alors c'est vrai que ça, on a eu déjà l'occasion d'en parler. L'université française exige que des conditions de sécurité soient remplies pour délivrer des ordres de mission pour des enquêtes de terrain. Mais en l'occurrence, elle a une vision extrêmement simple des gages de sécurité. C'est le fléchage par le ministère des Affaires étrangères en zone rouge, orange et verte. Ce qui fait que, en fait, depuis 2014-2015, je pars en Ukraine sans ordre de mission. Dans la mesure où c'était orange avant 2022, c'est bien rouge depuis, et que... Si l'Ukraine c'est pas rouge en ce moment, je sais pas à quoi sert le rouge. Hein, oui, même s'il y a un certain arbitraire, hein, en vrai, dans ce zonage. Moi, je me rappelle, en des années, être allé au Mali, où comme par hasard, Bamako était orange, parce qu'il y avait un certain nombre d'entreprises qui avaient du mal à fonctionner si ça passait en rouge, mais le reste du pays était au rouge, alors que voilà, il n'y avait pas forcément de différence. Mais disons orange, même orange déjà c'est semi-rouge pour nos instances. Donc on n'a pas, voilà, jusqu'en 2022 en fait, je bénéficiais parfois de financements différents, de différents types de financements, c'est-à-dire que je partais dans un autre cadre que le cadre de l'université française, par exemple en organisant une école d'été régulièrement en Ukraine. Et depuis 2022, en fait, c'est des séjours individuels qui sont aussi des séjours autofinancés, à l'exception du dernier. J'en ai fait 2 dernièrement, un au mois de juin de cette année et un au mois de septembre. Et le dernier a pu bénéficier d'un soutien financier du ministère des Armées, mais toujours sans ordre de mission et toujours sans cadre légal. Et alors, quand vous y allez, comment vous vous orientez, si ce n'est par Google Maps, c'est-à-dire, ce qui peut être un enjeu au demeurant dans une guerre, mais c'est canonique, en tout cas c'était le cas pour les journalistes, qu'il y a des fixeurs dans certains pays en guerre, c'est-à-dire des intermédiaires qui connaissent les endroits, mais ensuite la qualité, en l'occurrence du reportage ou de l'étude, est dépendante de la qualité du fixeur. En même temps, c'est un pays que vous connaissez et qui est tellement sillonné qu'il y a aussi des institutions, des structures un peu plus institutionnelles que ça pour accueillir les gens. Voilà, globalement,
Comment est-ce que vous vous y prenez pour avoir des gens à voir et savoir où ils sont et être en contact et pas passer à côté de votre voyage s'il fait une semaine et perdre votre temps, quoi. Élie ? Une petite anecdote d'abord sur Google Maps et le GPS. On était à un moment, on a pris un taxi VTC à Kiev, et puis le taxi n'arrivait pas à nous trouver, et puis je regarde sur l'application et on était au Pérou. Alors je dis, ah oui, c'est quand même étrange qu'ils nous localisent au Pérou. Et le taxi a fini par me dire, oui, non, mais c'est tout à fait normal, parce que comme les drones Shahed russes utilisent des cartes SIM ukrainiennes pour brouiller les Shahed, on a du spoofing, donc on change le signal des systèmes de navigation sur Kiev, et donc régulièrement, c'est très problématique avec nos clients. C'est agressif quand même, parce que le spoofing, je pensais que c'était un peu subtil pour qu'ils se plantent un peu. Non, là, ils vous ont mis en Amérique du Sud, quoi. C'est ça, ouais. Bon, en sachant que voilà, le drone Shahed, même s'il avait voulu, ne serait pas arrivé jusqu'au Pérou, donc les Péruviens se rassurent, ils sont sains et saufs, et il n'y a pas de risque de réorientation. Mais donc il y a des trucs qui nous concernent un peu plus entre l'Ukraine et le Pérou. Mais ouais. Exactement. Bon, c'est un autre sujet. Non, mais blague mise à part, oui, on a besoin d'une introduction. Alors effectivement, plus le terrain est connu, plus on multiplie les interlocuteurs, et en 3 séjours, on va dire, récents, le nombre de gens qu'on rencontre à chaque fois, là j'ai une trentaine d'entretiens, c'est au moins la moitié des gens qu'on a envie de revoir, avec qui on a envie de se mettre à jour, et à la fin je me dis, bon, je pourrais monter mon programme d'entretien et de recherche terrain presque solo. Après, c'est bien d'avoir des introductions quand même, parce que c'est un pays effectivement en guerre, quand en plus on travaille sur les questions de défense, c'est bien d'avoir des introductions, donc on peut avoir des facilitations par l'ambassade, ils m'ont un petit peu aidé, et puis avoir un partenaire ukrainien, c'est pas mal. Donc là, cette fois-ci, on était avec un think tank ukrainien qui jouait ce rôle de fixeur, mais qui est aussi un partenaire intellectuel de ce point de vue-là, et qui aide à construire aussi un programme d'entretien qui n'a pas juste un carnet d'adresses, mais qui a aussi des idées. Anna, je vais vous demander la même chose, mais juste, qu'est-ce qui les intéresse dans le fait de vous parler ? C'est-à-dire, toujours quand on fait un entretien, il faut se demander ce que va chercher la personne qui vous parle, et évidemment, pour les Ukrainiens, on l'a souvent dit, le centre de gravité de la défense de l'Ukraine est en Occident, même si c'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Mais voilà, il y a aussi un enjeu évidemment de communication, d'opération publique, d'influencer les opinions publiques ou au moins les opinions dirigeantes des pays occidentaux. Donc voilà, c'est des gens qui sont occupés, qui prennent du temps pour vous parler, etc. Il y a aussi, j'imagine, des questions à se poser, si ce n'est sur l'instrumentalisation sans aller jusque-là, mais en tout cas sur quel est le programme, quels sont les intérêts des gens qui prennent du temps pour parler à des chercheurs français qui viennent pas très longtemps, quoi. Bien sûr, ouais, je pense que c'est clair pour eux, l'idée de faire passer malgré tout un message, de donner une vision qui n'est pas fantasmée, qui n'est pas déformée comme ils le soupçonnent à tort ou à raison par les médias, et de pouvoir toucher un certain public, une certaine élite ou un certain public de décideurs, là aussi qu'ils estiment à juste titre ou pas qu'on va pouvoir toucher différemment de quand ils vont juste diffuser des choses sur les réseaux. Bon, ils savent qu'on a des liens malgré tout avec les institutions militaires, diplomatiques, l'industrie de défense aussi, parce que ça les intéressait beaucoup. Il y a une volonté de coopération, de mise en place de coproduction, de joint venture entre des entreprises européennes et ukrainiennes, et tout ça, ils se disent que c'est aussi en utilisant ces réseaux. Après, on en reparlera, et Anna est bien plus connaît ça bien mieux que moi, mais ça me frappe à chaque fois, l'horizontalité de la société ukrainienne, et l'idée que par des connexions de société civile à société civile qui sont chacune en contact avec leur superstructure administrative, bureaucratique, c'est aussi comme ça qu'en fait on va surmonter les blocages de la track one de gouvernement en gouvernement,
gouvernement où chacun est un peu cantonné sur des positions de principe, mais finalement, quand un think tanker français parle avec une ONG ukrainienne qui elle-même travaille avec l'armée, c'est peut-être la meilleure manière de faire passer certains messages. Anna, sur ce dispositif que vous avez mis en place ou qui s'est mis en place pour vous, et comment vous y prenez quand vous y allez ? Alors, mon dispositif a un petit peu évolué. C'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir un réseau en Ukraine qui est suffisamment diversifié aussi pour pouvoir avoir plusieurs entrées. C'est vrai qu'en 2020, j'ai pas fait mon premier séjour après l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022, mais en 2023, parce que je me posais tout un tas de questions en fait non seulement sur ma propre sécurité, mais aussi sur le choix de faire porter aux Ukrainiens la responsabilité d'un corps supplémentaire à chauffer, nourrir, évacuer en cas de blessure, etc. Et c'est à partir du moment où je me suis dit que, au final, l'Ukraine résistait suffisamment et les conditions matérielles étaient suffisantes pour que je ne sois pas une charge, que je me suis décidée à y aller et à recommencer à faire des séjours. Et ma première entrée était effectivement par mon réseau, c'est-à-dire les gens, notamment les combattants et anciens combattants que j'avais interrogés à partir de 2015. Je suis allée les revoir pour leur poser la question de ce qui s'est passé pour eux, à la fois dans ces années-là, mais en réalité je le savais parce qu'on avait gardé un contact et un suivi tout au long de ces années, mais surtout ce qui s'est passé depuis 2022, qui m'a permis en fait aussi quelque part de recréer un nouveau cadre analytique et de me poser la question de ce que pourrait être mon apport, parce qu'en réalité c'est pas du tout évident de se dire voilà quel est le sujet sur lequel on peut avoir une vraie valeur ajoutée. Alors c'est vrai que moi je pars souvent d'un point d'intérêt, d'une question de recherche qui se structure aussi au fur et à mesure, et j'utilise à la fois effectivement ce réseau mais aussi le réseau crée une bulle. Bien évidemment, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens qui se connaissent entre eux. C'est un avantage, ça évite d'être introduit par ailleurs, et très souvent, en fait, par exemple, moi j'ai une certaine visibilité sur le web et sur les réseaux sociaux, et que je conserve cette volonté de transparence, parce que les gens, quand on me recommande de me mettre en contact avec eux pour un entretien et que je le fais sur Facebook, ils vont regarder ce que j'ai publié, avec qui je suis amie, est-ce qu'on a des amis en commun, demander si on peut me parler. Donc tout ça est fait en amont, et je n'ai pas besoin de faire ce travail. Mais ça enferme un peu dans un réseau qui partage les mêmes préoccupations et qui ne me permet pas complètement non plus de répondre aux questions que je me pose, parce que je fais des pas de côté, et en réalité je fais des choses toutes bêtes, c'est-à-dire que j'identifie des acteurs qui m'est intéressant de rencontrer. Par exemple, j'ai fait tout un volet de travail sur les écoles qui sont souvent des centres associatifs qui forment les civils au maniement des armes. Ceux-là, j'avais très peu de contacts en réalité qui étaient en contact avec eux. Ça s'est vraiment pas passé comme ça. Je les ai identifiés sur les réseaux sociaux et sur Internet, parce qu'en l'occurrence en Ukraine, ces centres-là ont vraiment vitrine, pignon sur rue, sur la rue numérique. Et j'ai envoyé des mails. Et chose surprenante, effectivement, là on s'attendrait à devoir relancer plusieurs fois. J'ai eu des réponses très rapides, toujours positives. Et en réalité, après on déroule et on contacte les gens, on les accompagne. Je ne me contente pas de faire des entretiens. L'avantage d'être un chercheur, c'est qu'on on a comme méthode de pouvoir se poser aussi et de passer un certain temps avec les gens, de faire des observations, de participer à un certain nombre d'activités, Alors, dans mon cas, précisément n'étant introduite par aucune instance officielle, il y a des choses auxquelles je sais que je n'ai pas accès pour l'instant, et donc des questions que je ne peux pas me poser parce que je n'ai aucun moyen de trouver la réponse. Et en l'occurrence, je me suis vraiment beaucoup focalisée sur un endroit où, précisément, me semble-t-il, la défense du pays se voit et se perçoit et s'analyse facilement, mais qui sont, disons, pas complètement militaires, qui sont entre le civil et le militaire. Et avec ces gens-là, en réalité, il n'y a pas besoin véritablement d'autorisation. Ils ont besoin, de temps à autre, si, mais relativement rarement, ils doivent demander à un supérieur hiérarchique s'ils acceptent de me recevoir ou de m'embarquer avec eux. Donc, en réalité, pour un chercheur, c'est des terrains faciles. C'est des terrains faciles avec lesquels, après, il faut faire l'effort de prendre de la distance et de se poser la question de ce qu'on n'a pas vu dans ce terrain facile, parce que justement, on a une telle
volonté des gens à vous parler et à vous répondre, que quelque part, voilà, je pense qu'il y a des pages blanches là-dedans à combler. Et de manière assez surprenante, souvent à la fin de l'entretien, on me remercie de faire ce que je fais, c'est-à-dire ils identifient, et plutôt à juste titre, qu'il va y avoir une restitution que je vais faire dans divers cadres et sous divers formats en France de nos échanges, et ils considèrent que ça fait complètement partie de leur travail du travail de défense de l'Ukraine et en faveur de l'Ukraine. Donc quelque part, ils nous identifient comme des alliés du combat qui est le leur. Ah, je suis tout à fait d'accord, et je suis d'accord aussi sur l'aspect terrain facile. J'ai dit tout à l'heure terrain difficile parce que difficile d'accès ou de contexte, on va dire sécuritaire au sens large, mais c'est sur le plan de la recherche. C'est un terrain facile, on est sur des sociétés extrêmement avancées, numérisées, ouvertes, habituées quand même à communiquer avec des gens. Alors ce qui crée aussi un biais, parce que c'est une certaine Ukraine en tout cas à laquelle on accède, mais qui ont ces codes-là. On se sent profondément en Europe quand on est en Ukraine aussi, pour avoir fait du terrain dans des autres aires géographiques et culturelles. Globalement, c'est un terrain facile et plus cette horizontalité d'une partie de la société ukrainienne. C'est plus difficile quand on veut rentrer dans le cœur du réacteur gouvernemental et décisionnel, mais en revanche, quand on est dans la partie qui gravite autour, et il y a beaucoup de choses à comprendre dans cette partie qui gravite autour, c'est facile. C'est facile d'accès, on peut envoyer des textos aux gens, y répondre, c'est vraiment assez informel aussi. Maintenant, pour entrer un peu dans la substance, j'aurais aimé peut-être commencer par, j'allais dire un vibes check, mais puisque vous y allez régulièrement, alors pas aussi régulièrement que vous souhaiteriez, mais voilà, globalement, quelle est l'ambiance en ce moment, donc à la rentrée, à l'automne 2025, c'est-à-dire, je ne vais pas vous demander où va cette guerre parce que ça n'a aucun sens, mais en tout cas, où est-ce que les gens ont l'impression qu'elle va? Comment est-ce qu'ils se situent dans la durée par rapport à cette conflictualité qui dure longtemps? Voilà, globalement, par rapport au précédent voyage, quelle impression vous avez eue du dernier en date? Je sais pas, Anna? Précisément parce que la guerre s'installe dans la durée, la question de l'installation dans la durée me semble être vraiment un élément totalement présent dans toutes les préoccupations des gens dans différents lieux et dans différents métiers, et aussi ça façonne, je pense, les questions qui se posent, les représentations et aussi l'état d'esprit. C'est-à-dire par exemple, on ne réfléchit pas au fonctionnement politique du pays de la même manière, si on pense qu'on en a encore pour un an et qu'après on reprend la vie normale avec les processus normaux, ou si on pense qu'en fait on est dans un processus de guerre qui sera peut-être d'intensité variable mais qui est installé là pendant de longues années, et donc il faut chercher de nouveaux moyens en fait d'introduire du débat, de nouveaux moyens d'introduire de la critique et de la pluralité. Par exemple, dans la société on sent très très fortement cette préoccupation. Alors cet été on a pas mal parlé des protestations suite aux réformes voulues par le pouvoir ukrainien qui limitaient le pouvoir des instances anticorruption, et ces protestations qui avaient surpris parce qu'on est dans un contexte de guerre, que par ailleurs c'est interdit mais ça n'a pas été réprimé, et qui ont rassemblé pas mal de monde, et d'ailleurs pas des vieux de la vieille mais pour essentiellement des jeunes. Je pense qu'on est dans l'illustration précisément de là où en est l'Ukraine politiquement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est dans la nécessité d'installer une vie politique, d'installer aussi un débat et une critique politique, d'installer du désaccord, tout en maintenant une unité, c'est pas évident, et dans un contexte où en fait la politique institutionnelle est d'un exercice très compliqué, où par exemple il continue à y avoir un consensus sur l'idée que des élections nationales ne sont pas possibles aujourd'hui, en tout cas à court terme. Et donc, on peut rappeler simplement c'est quelque chose dont on a déjà parlé ensemble, mais que cette critique, cette idée qu'il n'y a pas d'élection, critique qu'on a vu déformer, arriver jusqu'à Donald Trump et J.D. Vance il y a quelques mois, c'est quelque chose qui méconnaît un peu l'état du débat politique ukrainien, parce qu'en vrai, même l'opposition ne veut pas particulièrement d'élection, parce qu'évidemment, c'est pas une très bonne position d'être challenger dans un pays en guerre, parce qu'il y a plutôt une tendance à la stabilité.
Donc voilà, il y a un consensus. Pour autant, à l'intérieur, ça commence à faire 3 ans. À l'intérieur de ce consensus, il faut trouver quand même des petites voies pour retrouver... Il faut trouver des mécanismes. Et donc, pour trouver ces mécanismes, il faut innover. Je pense que les Ukrainiens innoveront, parce que ça, c'est typiquement le genre de choses dans lesquelles ils sont plutôt excellents. La même chose sur, je pense, les différentes réformes qui doivent accompagner la conduite de la guerre, où là aussi, en fait, l'idée de s'installer dans une longue durée va, me semble-t-il, poser les questions de manière un peu particulière. Par exemple, vous voyez, je travaille pas mal sur la question du recrutement dans les forces armées et la mobilisation, sur lesquelles il y a un consensus qu'il y a vraiment des réformes à introduire, il y a des choses à changer, mais en même temps, il faut maintenir un recrutement intense à un rythme soutenu, et en même temps, il ne faut pas dégarnir le front des combattants les plus aguerris, et donc, grosso modo, on demande à l'armée ukrainienne de réparer le moteur alors que la voiture roule à toute vitesse. Donc, c'est vraiment des situations très difficiles, mais la difficulté est identifiée comme telle. C'est une difficulté technique, en fait, de combiner deux projets complètement opposés en même temps. Rappelons que c'est, de manière consensuelle, le principal enjeu d'un point de vue militaire pour les Ukrainiens, c'est le manpower issue, c'est-à-dire la force de combat, et que ça, c'est quoi qu'il arrive, ça va être quand même extrêmement compliqué de gérer ça, en sachant qu'ils sont face à un pays qui a des réservoirs démographiques beaucoup plus importants, que donc c'est quelque chose qui reste fondamentalement, toute la guerre est fondamentalement politique, mais c'est quelque chose qui est fondamentalement politique de comment réussir à fournir les conditions d'acceptation de tout ça. Élie, petit vibe check peut-être plus que ce soit plus matériel ou d'ailleurs oui, bien sur sûr. le même truc. Bon, moi j'ai été plutôt agréablement surpris. Je m'attendais à une situation qui serait moins bonne globalement dans l'ambiance et dans la perspective que l'année passée, parce que en sachant que les Russes avancent. Voilà, en suivant, on va dire, l'évolution militaire, strictement militaire du conflit, en suivant les frappes. Si vous regardez le nombre de frappes de drones sur les villes, ça a juste décuplé en un an. Donc de l'extérieur et d'où l'importance, encore une fois, des terrains pour faire ce reality check. Je me disais, ça va être pas la même ambiance que l'année dernière parce que clairement la guerre va moins bien. Et en fait, c'est pas du tout l'impression que alors là aussi, avec tous les biais qui sont ceux des échanges qu'on a eus, mais finalement, je suis arrivé et je me suis dit assez vite, pas d'effondrement, pas de panique, oui lassitude, oui résignation, sur un certain nombre de sujets, on pourra rentrer dans les détails, les sujets qui existaient déjà l'année dernière sur la conscription sont toujours là, les sujets sur les pairs, sur l'inégalité des rapports justement à la guerre et à la mobilisation au sens large du terme de la société existe. Oui, étaient passées par là les manifestations de l'été dont tout le monde disait les gens n'oublieront pas, et en même temps le problème est réglé parce que finalement le pouvoir a écouté. Ça a été aussi effectivement une forme de test du maintien d'un certain ordre libéral en Ukraine en dépit des conditions spécifiques d'une démocratie en guerre. Et donc finalement se dégageait plutôt cette espèce de, je ne veux pas utiliser des termes trop emphatiques, mais de force tranquille qui moi m'a frappé, qui se dégageait de la société. Après, les problèmes qui ont été identifiés sont là. Ils n'ont pas été résolus pour l'essentiel. Tu évoquais la conscription, c'est un sujet, ça reste un sujet, même, et ils essayent d'innover. Par exemple, il y avait eu le contrat dit à 1 million d'Orvina, donc pour des 18-24 ans, donc en deçà de l'âge de conscription, on va dire obligatoire si vous êtes sélectionné. Il disait ça n'a pas très bien marché. Il y a donc on donne 1 million d'Orvina à des jeunes qui pour devancer l'appel et on leur promet de pouvoir les libérer au bout d'1 an de contrat. Donc ça, sur le papier ça peut sembler assez attractif parce que il y a à la fois un intérêt financier qu'on voit en Russie qui n'existait pas forcément en Ukraine jusqu'à présent.
Et puis en plus l'idée d'une perspective limitée de temps, il disait finalement ça n'a pas très bien marché, donc on voit bien qu'il tâtonne, la question de la conscription des femmes reste on va dire dans l'air mais pas finalement sur la table véritablement. Sur les questions de réforme qu'évoquait Anna à l'instant, il y a le gros sujet qui a été évoqué, c'est la question de la création des corps d'armée, donc il y a un nouvel échelon de commandement qui en fait en remplace d'autres, mais dont là aussi on sentait qu'il y avait un tâtonnement, pas tant en termes de moyens un petit peu, mais aussi en termes de doctrine, de culture militaire, de qu'est-ce que ça veut dire un corps d'armée, qui est quelque chose qui existe dans la doctrine OTAN, mais qui n'existait pas vraiment ou pas comme ça chez les Ukrainiens. Donc qu'est-ce que ça veut dire avoir un état-major de corps d'armée en termes de philosophie de commandement, c'est différent, etc. Et donc ça on sentait qu'il creusait autour de ça, et c'est cette question de la réforme en temps de guerre, d'une organisation, d'une structure de force qui est massive, qui est héritière de beaucoup de couches, de beaucoup de strates de réformes passées, parce que je veux dire, l'armée ukrainienne d'aujourd'hui, c'est l'armée de post-91, c'est l'armée de post-2014, c'est l'armée de post-2022, et donc tous ces moments de transformation ont laissé des traces, mais il reste toujours des choses. Donc, c'est toujours une question infinie. Est-ce que la guerre est un bon accélérateur ou au contraire un ralentisseur du changement, puisque c'est vrai que mettre des corps d'armée, c'est pas facile déjà en temps de paix, donc en temps de guerre, c'est d'autant plus difficile. Et en même temps, d'un autre côté, si on n'évolue pas en guerre, quand est-ce qu'on évolue? Parce qu'il y a une urgence qui n'est pas en temps normal. Mais donc ça crée de l'entropie, il y a la création des forces de drones et robotiques, donc les forces non humaines, je ne sais pas comment dire, qui est quelque chose là, qui a un an. Mais penser qu'il y a des aliens pardon, désolé, c'est Unmanned System Force, donc mais je cherche sur le terme parce que ça implique la robotique terrestre et les drones. Enfin voilà, on va dire l'armée des drones pour l'instant pour faire simple. C'est Star Wars, c'est parfait. Voilà, c'est pas les clones. Mais donc tout ça, voilà, il y a des changements organisationnels, il y a des changements technologiques. Donc toutes ces questions évoluent, on pourra en parler. Mais voilà, avec cette espèce de joyeuse cacophonie, enfin plus ou moins joyeuse, mais quand même plutôt en général avec le sourire, en disant voilà, on tâtonne, on essaye, on rate, mais on s'améliore. Et ça, c'est quelque chose qui reste assez frappant. Alors, je vous ai demandé pour procéder un peu... Enfin, je veux dire, il y aurait vraisemblablement des semaines à faire de débriefing de vos voyages, et ça informera de toute évidence vos productions, vos articles, vos livres, etc. à venir. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je vous ai demandé d'isoler chacun peut-être 3 points d'attention, 3 remarques, 3 trucs qui vous ont intéressé, 3 observations en tout cas, qui vous ont particulièrement intéressé dans vos derniers voyages, pour qu'on en discute un peu. Alors, je ne sais pas, peut-être Anna ? Je fais les 3... Non, je pense qu'on va faire un chacun. Ouais. Entendu. Alors peut-être, voilà, dans les choses qui serait peut-être intéressant pour les auditeurs du podcast, c'est l'interrogation que j'essaie d'avoir à partir d'un concept qui me va pas très bien, qui est le concept de force morale. Très à la mode en France. Très à la mode en France, très utilisé par les autorités militaires, un peu repris également dans le discours politique. Et bien évidemment, quand on est un sociologue, force morale, on est plutôt dans quelque chose à décomposer et à déconstruire que quelque chose qui va de soi, dans la mesure où, par ailleurs, dans la définition de force morale que l'on peut trouver, ça ne nous aide pas énormément. Hein. C'est les capacités de résistance, c'est l'état d'esprit, c'est les valeurs, enfin, c'est tout ça un petit peu de combiné. Et donc, en fait, je me dis que là, le rôle d'un sociologue en tant qu'observateur de terrain en Ukraine peut être utile. Et en l'occurrence, moi, j'essaye de sociologiser un petit peu cette question de courage ou de force morale en la ramenant à des questions de organisation de la société. C'est-à-dire que pour moi, les forces morales, c'est pas uniquement quelque chose qui va être lié à l'institution militaire et à la capacité de l'armée, par exemple, à insuffler de l'énergie dans ses combattants. Ça va pas forcément être lié non plus au pouvoir politique et à sa capacité à faire passer un message d'adhésion qui emmènerait en fait la population derrière ce leader. Mais ce que j'identifie comme dynamique et comme mécanisme en Ukraine qui entretient en fait leur volonté et leur capacité surtout à résister, combattre, innover, s'adapter, etc. Ça a davantage un lien avec
une certaine organisation sociale et un certain nombre de structures sociales. C'est-à-dire que quand on veut... pourquoi est-ce que je me pose cette question-là? Parce qu'en réalité, il y a une observation qui a pu être surprenante et pas surprenante en réalité en février 2022, c'est-à-dire que nous on s'y attendait, mais ça a surpris, nous les chercheurs qui travaillent sur ce conflit armé, on s'y attendait, mais ça a surpris énormément d'observateurs, c'est la rapidité avec laquelle les Ukrainiens, la nuit où la Russie attaque, ont la capacité à identifier la place qui sera la leur, en fait, dans la guerre, et notamment la place, éventuellement, qu'ils vont jouer, soit dans la défense du pays, soit dans la protection de leurs proches. On a beaucoup décrit les convois de voitures qui quittaient l'Ukraine le jour ou le lendemain de l'invasion. Une partie, c'était des gens qui, effectivement, pensaient être très rapidement envahis, et donc pensaient que c'était fichu et qu'il fallait sortir du pays. Mais une partie, c'est aussi des gens qui considéraient que leur premier devoir était d'évacuer les proches fragiles, de les mettre à l'abri, et ensuite de revenir et de faire autre chose. Mais en réalité, pour beaucoup de gens restés en Ukraine, en fait, les structures étaient déjà là pour les accueillir et pour en fait leur proposer un engagement qui va être de différentes sortes. C'est-à-dire, certains, par exemple, vont identifier très vite les centres de recrutement et les unités militaires où il faut aller si on veut participer au combat. D'autres vont très rapidement mettre en place des initiatives pour approvisionner l'armée parce qu'ils savent que ça va être compliqué, trouver des armes parce qu'ils savent qu'on va en manquer, pour évacuer des blessés parce qu'ils savent que ça va poser problème, etc., etc. Pour organiser, je sais pas, dans différents domaines en réalité, il n'y a pas de, il y a des structures et des initiatives et des groupes d'initiatives qui sont là pour permettre aux Ukrainiens, en fait, de gagner cette force morale, de gagner en fait de la capacité de résistance parce qu'ils peuvent immédiatement rejoindre un collectif où ils pourront le faire. Et alors là, on comprend souvent relativement mal l'Ukraine, c'est qu'on pense que c'est à l'État que revient plutôt la tâche de construire ces structures qui feront en sorte que le jour où il y a une attaque, tout soit en place et que chacun sache ce qu'il a à faire. C'est pas du tout comme ça que ça se passe en Ukraine. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des structures qui se sont construites par le bas. Les groupes, en fait, sont souvent des groupes de proches, de collègues, d'amis, d'ONG dans lesquels on est engagé au préalable, et surtout en fait que toute cette capacité de défense qui soutient précisément les capacités de résistance, eh bien elle a été construite dans une période qui pour nous est passée complètement sous les radars, la période entre grosso modo 2015 et 2022. Là on est en guerre de basse intensité, on a l'impression qu'il ne se passe rien puisqu'il y a sur le front c'est basse intensité, mais en réalité à l'arrière on a une société qui est une société que moi j'ai qualifiée en disant de société sur le qui-vive, c'est-à-dire qui sait qu'elle est en guerre et qui va, en fait, s'organiser, identifier des besoins, déjà, puis mettre en place un certain nombre de ONG, mettre en place des structures auprès du ministère de la Défense, de faire du lobbying sur tel ou tel point, ou tout simplement réfléchir à la suite, réfléchir aux besoins qui seront là. Parce que, pour eux, pour beaucoup d'Ukrainiens, la guerre était là et la guerre allait de toute façon continuer, voire repartir, voire s'intensifier. C'est ce qui a eu lieu. Et donc, en réalité, 2022, c'est une mise à l'échelle. C'est pas un basculement, c'est juste une continuation. Et on a tout intérêt, en réalité, à étudier ces périodes pendant lesquelles, militairement, en fait, c'est pas très intéressant, mais où on a une transformation sociale de l'intérieur face à la perception d'une menace. Et voir comment, dans chacune des sociétés, d'ailleurs, ça va être différent. Je pense, je peux faire cette hypothèse-là. La société s'organise pour que le jour J, ça puisse être activé. Élie, là-dessus Là-dessus, et absolument, je pense que c'est quelque chose qui frappe tout observateur de l'Ukraine. Évidemment, quand on n'est pas spécialiste de l'Ukraine à l'avance, ce qui était évidemment mon cas, et donc cette vitalité d'une société civile qui s'est organisée, structurée pendant effectivement cette période post-Euromaïdan, post-choc du Donbass,
découverte de l'état de l'armée ukrainienne de 2014 qui n'a pas été capable finalement de défendre le pays. Et donc finalement, ce système qui, alors mais là je veux vraiment pas, mais c'est une hypothèse qui me semble qu'on trouve sur un certain nombre de sociétés post-soviétiques, parce que c'est aussi des choses qu'on avait appris à faire quand on avait une superstructure bureaucratique qui marchait pas. Et donc il y a voilà ce contournement, etc. et qu'on trouve avec voilà une vitalité sociétale forte en Ukraine et cette culture des associations. Et quand on dit ONG, les gens se rendent pas compte de ce que c'est. Quand voilà, on va en tant que chercheur spécialiste des questions de défense, on va rencontrer une ONG, on va dire ok, on va rencontrer des gens qui vont faire de l'aide humanitaire, faire de la documentation, des questions de transparence, voilà, de lutte anticorruption. Et oui, il y avait cet aspect-là, mais en même temps, on a aussi aujourd'hui, on a ces mêmes ONG qui ont commencé comme ça, qui sont aujourd'hui voilà, des ONG ou des structures associatives ou des fondations qui permettent véritablement à l'Ukraine et aux armées ukrainiennes de tenir. Je prends un exemple comme Back Alive, dont le nom en ukrainien, Anna, voilà, que j'arrive jamais à prononcer, qui est une ONG, une des plus anciennes, créée en 2014, si je me trompe pas, par Tara Schmutz, qui aujourd'hui, je les rencontre, en 2025, on était au milieu de l'année 2025, c'est 200 millions d'euros qui ont été levés, l'ensemble du secteur des ONG qui soutiennent l'armée, c'est 1 milliard d'euros, et dont une bonne partie va être utilisée en matériel pour soutenir l'armée. Alors ça va d'avoir 50 paires de chaussures pour un bataillon à avoir des blindés de combat, avoir évidemment des drones en grande quantité, etc. On a rencontré une ONG comme Aerorozvitka, par exemple, qui est une ONG dédiée au développement de software de commandement et de contrôle et à sa diffusion au sein des forces armées pour améliorer la prise en compte des systèmes de commandement dans les armées. C'est une ONG. Bon, aujourd'hui, en France, ça serait tout sauf une ONG qui ferait ça. Ça serait soit une entreprise d'industrie de défense, soit une unité interne aux armées. Et donc on a cette société civile qui a pris en charge ou à sa charge un certain nombre de mécanismes soit défaillants, soit par volonté de faciliter ou d'accélérer des choses qui sont encombrées soit par la lourdeur administrative, soit par certains blocages, des fois même intellectuels ou mentaux ou culturels de cet héritage post-soviétique qui reste là malgré tout, hein, et contre lesquels il travaille chaque jour. Mais bon, ça, on en a déjà parlé plusieurs fois avec Anna. Évidemment que les Ukrainiens n'avaient pas en 2014 ni en 2022 exactement la même image de l'État et de ce qu'il peut faire et de son efficacité et de sa légitimité aussi que la France de nos jours, et que du coup ça a amené à la constitution de réseaux et de structures parallèles. Un premier point d'intérêt, Élie ? Oui, le premier point, il est beaucoup plus porté sur le champ de bataille, sur l'avant pour le coup, pas moins sur l'arrière. C'est l'évolution de la létalité, hein. C'était un des premiers axes pour moi, c'est l'évolution du champ de bataille. En quoi le champ de bataille aujourd'hui, sur ce qu'on appelle la ligne 0, qui est la ligne de contact très théorique maintenant entre forces russes et forces ukrainiennes, parce qu'en fait ils se voient pratiquement plus, elle a évolué depuis un an et depuis plusieurs années, et ce qui frappe, c'est l'extension de la zone dite de mort aujourd'hui sur la ligne de contact. C'est-à-dire que là, je vais vous donner un exemple très précis. Je discutais avec un officier d'une unité d'un bataillon d'assaut qui a commencé l'entretien en montrant une vidéo qu'il avait filmée à Bakhmout il y a 2 ans, dans laquelle il était dans une tranchée et puis il recevait un appel WhatsApp, je crois, d'un opérateur de drone sur l'arrière qui dit attention, vous êtes en train de vous faire dépasser sur votre gauche par un groupe de combat russe, et les types sortaient de la tranchée pour finalement attaquer le groupe de combat russe qui était en train de les dépasser. Il me dit voilà, ce que vous voyez là,
On pourrait pas le faire aujourd'hui parce que à la seconde où on met la tête en dehors de notre trou, de notre zone de protection, ils appellent ça un blindage, au moment où on sort du blindage, on est immédiatement identifié par un drone russe et frappé par un autre et on n'aurait même pas le temps de sortir et de faire un combat à découvert d'infanterie. Donc au niveau tactique, aujourd'hui c'est la zone de contact. Il y a encore des êtres humains, mais de moins en moins, qui sont de plus en plus espacés, de plus en plus camouflés, protégés, ravitaillés désormais de plus en plus par des drones, notamment par des robots terrestres, parce qu'ils nous disent, en fait, jusqu'à l'année dernière, on pouvait envoyer des véhicules qui allaient faire du ravitaillement, et on les accompagnait de systèmes de guerre électronique pour brouiller les drones russes, pour justement se faire un trou pour aller au ravitaillement. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce que les Russes ont des drones à fibre optique qu'on n'arrive pas à brouiller, et donc maintenant on va envoyer des véhicules terrestres qui vont faire du ravitaillement. C'est le rôle principal des robots terrestres aujourd'hui, c'est le ravitaillement. Simplement pour accéder sur ces positions de plus en plus isolées, qui sont les positions avancées sur lesquelles il reste des êtres humains. Je dis, mais est-ce que ça a encore du sens d'avoir des êtres humains sur ces zones les plus avancées? Ce qui est un débat chez eux. Certains disent il faut vider complètement les zones les plus avancées des êtres humains, tout simplement pour sauver des vies, parce qu'aujourd'hui ils ont des vies misérables et ils n'ont pas forcément une utilité tactique évidente. Ils disent on en a encore besoin justement pour faire des contre-attaques, pour occuper le terrain, et puis juste pour dire que cet espace-là reste occupé par des Ukrainiens, mais c'est un débat, donc une létalité qui s'est accrue, qui augmente aussi de plus en plus dans la profondeur. Donc on dit aujourd'hui la zone de mort c'est 0, 10, 20 km, donc ça s'étend, là où l'année dernière on parlait peut-être de 0 à 3 ou 5 km, donc ça s'est considérablement étendu, et dans la zone dite opérative, 20 à 150, 200 km, les arrières, ils sont de plus en plus menacés. Alors on avait parlé beaucoup des bombes planantes russes qui étaient utilisées à partir d'il y a 2 ans, qui ont augmenté un peu, donc qui portent à 70 km, même si les Russes les tirent en distance de sécurité, donc voilà, mais aussi des drones russes qui vont de plus en plus profondément, y compris des drones en fibre optique. Il y a les nouvelles unités. Ça, d'une manière générale, on peut dire que d'un côté comme de l'autre, il y a une montée en portée, en tout cas évidente, qui menace les lignes logistiques. Exactement. Y compris Exactement. Pas seulement ce que vous indiquiez, c'est-à-dire le ravitaillement direct, c'est même les corridors et les artères logistiques qui permettent de répartir les ressources à l'échelle du front. Donc ça, c'est 30, 50, 100 km, et maintenant c'est devenu de plus en plus à portée. Et les systèmes à haute valeur, les César, les HIMARS, les systèmes de radar, les postes de commandement des bataillons, voire des brigades, les systèmes de défense aérienne, les dépôts logistiques. Et ça, par exemple, voilà, on était en plein moment d'augmentation, ce qui est toujours le cas, des unités dites Rubicon russes. Donc il y a le centre Rubicon, qui est un nouveau centre spécial de l'armée russe, qui forme des unités de dronistes spécialisés qui font de l'infiltration, un petit peu des tactiques d'infiltration dans la profondeur. Et ça, ils disent, ça les inquiétait beaucoup. Ils disent, ils sont en train de faire du bilan avec ces drones moyenne portée, les Lancet, les Supercam qui tapent dans la profondeur, qu'on a plus de mal à brouiller, qui s'améliorent et qui vont dans la profondeur. Et à l'échelon stratégique, et puis je m'arrêterai là, effectivement, c'est cette massification de la missilerie russe au sens large du terme, dans laquelle j'inclus évidemment les Shahed, qui ont des évolutions avec un Geran 3, donc un Shahed de nouvelle génération entièrement fabriqué en Russie, avec un turboréacteur qui vole plus vite, plus haut, et sur lequel les systèmes d'interception, de défense anti-aérienne mobile sur pick-up ne marche plus. Ils disent, voilà, un système qui nous arrive à 600 km/h, qui vole à 6000 mètres d'altitude, en fait, vous pouvez pas l'intercepter de la même manière que vous le faisiez avec un vieux... à l'arrière, exactement, voilà. Et le Shahed à pédale de la première génération, voilà, qui vole lentement, bas, finalement, on pouvait presque le suivre en 4x4 pour quand on le ratait. Le suivre en 4x4 et l'abattre au lance-pierre.
Pierre. Exact. Bon, j'exagère un peu parce qu'en plus ils avaient des tactiques assez évoluées sur ces systèmes d'interception, mais ils voient bien qu'il y a des limites avec là on arrive sur la question de la défense antiaérienne, augmentation considérable des missiles balistiques. Clairement aujourd'hui tout Ukrainien sait reconnaître une frappe de Iskander M où ils savent que quand c'est un missile balistique ça fait pas le même bruit, ça fait beaucoup plus de dégâts et c'est beaucoup plus dangereux. Missiles de croisière, en plus des drones qui sont augmentés en grande quantité. Oui, alors à ces évolutions techniques correspondent aussi des évolutions complètement parallèles et qui les suivent à l'arrière, et je trouve que c'est très intéressant. Le côté, la vitesse et l'accélération technologique, en fait, elle est complètement rejointe par des initiatives qui prennent aussi la même vitesse à l'arrière. Et notamment, par exemple, sur la technologie des drones. Alors, ça fait un moment que les Ukrainiens sont là-dessus de toute façon, en favorisant et en encourageant la décentralisation des initiatives, c'est-à-dire en se disant que sur les 4-5 modèles de drones nouveaux qui vont sortir, il y en aura peut-être un qui sera véritablement une percée et qui fera une différence pendant un temps contre les Russes. Alors, là où c'est très intéressant, c'est que précisément, c'est de la toute petite et moyenne entreprise qui va être vraiment sur le développement de ça. Et ça va être également réorganisé par des ONG et des formations qui vont mettre en place des forums d'ingénieurs, qui vont mettre en place des formations. Alors ça, c'est très, très intéressant. Alors, vous avez une ONG ukrainienne qui est dirigée par une femme qui a beaucoup de notoriété dans la société ukrainienne. Elle est ancienne combattante de la guerre dans le Donbass, qui s'appelle Maria Berlinska. La fondation s'appelle Victory Drones, donc le nom, les drones de la victoire. Tout est déjà dedans. Et Victory Drones, ils font plein de choses. Ils font précisément des forums de développeurs, ils font de la communication dans différents domaines techniques, et ils font aussi des formations, par exemple. Alors, des formations pour l'armée, en pilotage de drones, en se disant il faut de plus en plus de gens qui sachent piloter, mais des formations également en montage de drones. Là, Élie montre ses photos de Élie vacances. montre ses photos avec une photo de moi avec Maria Berlinska. Et moi, je peux en montrer une avec quelqu'un de son équipe aussi récente. Je crois qu'on va voir les mêmes gens. Il y a peut-être vraiment une bulle là. Faudrait qu'on en sorte. Mais par exemple, ils développent beaucoup la formation au montage de petits drones à faire dans son garage. C'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose qui va être individuel, mais ils considèrent que, à l'échelle qui est celle d'aujourd'hui, en fait, la quantité compte tout autant que la qualité, et autant il faut développer des technologies qui vont pouvoir être en avance sur les technologies russes, autant il faut aussi une espèce de volume de drones qui puisse être livré en permanence et être utilisé, être consommé, parce que c'est des consommables, par les forces armées ukrainiennes. Et autre exemple, de la manière dont la société suit derrière, vous avez des volontaires aujourd'hui qui ne font pas partie des forces armées parce qu'ils ne sont pas mobilisables, qu'ils ont dépassé l'âge de signer un contrat, parce que c'est des femmes, parce que c'est des jeunes, parce que c'est des profs et que les profs ne sont pas mobilisables non plus, mais qui vont par exemple faire des patrouilles avec des armes assez rudimentaires pour pouvoir, en fait, dans différentes régions d'Ukraine, je suis allée voir un groupe comme ça, descendre les drones qui sont relativement simples, qui sont lancés en masse par la Russie, les Guéragne Shahed, et qui peuvent être descendus, en fait, avec l'idée de libérer, en fait, de prendre en charge ce qui est relativement simple, en fait, à abattre, pour laisser à l'armée ukrainienne uniquement, la laisser se concentrer sur des missiles balistiques ou sur des contextes un petit peu compliqués. Et ça, c'est en réalité juste des bénévoles sans formation militaire, alors qu'ils sont un petit peu chapeautés par les forces armées, mais pas forcément non plus armés par les forces armées, qui se débrouillent eux-mêmes, en fait, et qui forment une sorte d'infrastructure à l'arrière, qui est là aussi pour faire face à cette augmentation du nombre des attaques aériennes de la Russie sur l'Ukraine. Un groupe de protection de voisinage contre les Shahed. Qui vont les chercher dans les champs au petit matin une fois qu'ils les ont abattus pendant la nuit. Ah, c'est intéressant. Et qu'ils les recyclent ou pas ? Est-ce qu'il y a du recyclage de drones ? Alors moi, en me baladant c'est pas forcément un sport en me baladant dans les rues de Kiev, je suis tombé sur un bar qui proposait pour une tombola dans la soirée, et donc il y avait un Orlan russe, donc un drone russe qu'ils avaient récupéré, je sais pas comment, mais en assez bon état, qui était le lot numéro 1 de tombola. Donc moi j'ai visité une école de formation au maniement des armes pour les civils qui était très
joliment rénové, voilà, un bâtiment dans un style loft industriel, et la principale déco, c'était un énorme drone placardé sur le mur. Deuxième point d'attention. Alors, mes points d'attention sont toujours très sociologiques, hein, donc c'est vrai qu'on est un peu, voilà. Pardon ? Complémentaire. On est très complémentaires. Bien évidemment, en m'intéressant à cette question de la conscription, mobilisation, manpower dans les forces armées ukrainiennes, je me suis beaucoup concentrée sur, en fait, le processus que va suivre le civil. Entre voilà, sa vie complètement civile, où il ne s'imagine pas du tout en train de prendre les armes, où il n'avait pas du tout d'expérience combattante, et le moment où il se retrouve effectivement dans les forces armées, sachant qu'aujourd'hui, en fait, l'armée ukrainienne est dans une situation où l'ensemble, ou quasiment l'ensemble des citoyens qui avaient une certaine compétence militaire, qui avaient une expérience, pas forcément du combat, mais en tout cas des forces armées, qui avaient fait un service militaire récemment, eh bien ils sont déjà sur le front, ou alors voilà, ils sont déjà démobilisés, ou alors ils ont été tués sur le front. Donc en fait, avec l'avancée dans le temps, en réalité, la distance à combler entre le profil du civil qui doit être recruté par les forces armées et son incorporation est de plus en plus grande. Parce que là, on est face à des gens qui, en réalité, sont très très loin de l'institution militaire. Et ce qui m'intéresse, c'est la manière dont, en fait, à la fois les militaires et les civils vont mettre en place des dispositifs de rapprochement pour réduire cette distance. C'est-à-dire que si, en fait, souvent la mobilisation telle qu'on l'imagine, c'est on vous prend, on vous incorpore, on vous fait l'entraînement de base, vous êtes dans votre unité militaire qui va vous former, mais grosso modo, je dirais, pour cette catégorie-là de personnes, c'est extrêmement brutal. Et dans la mesure où c'est brutal, ça provoque un rejet, ça provoque une peur, une volonté d'éviter ce choc. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Mais c'est là qu'on a une innovation, je dirais, un peu fine de la part des Ukrainiens, qui ne se voit pas énormément. Hein. Ce n'est pas comme un nouveau modèle de drone, ça ne se démontre pas. Mais des dispositifs, en fait, non pas de mise en confort, mais disons d'acculturation progressive du civil à la guerre. Alors, les écoles qui forment les civils au maniement des armes jouent cette fonction-là. C'est-à-dire, on va pas forcément, c'est pas les militaires qui les organisent. Ça va être souvent des anciens combattants ou des personnes qui ont un pied dans l'armée, un pied en dehors. Et moi qui ai observé plusieurs formations qui sont faites dans ce style-là, souvent, en fait, ça va être extrêmement basique. Dans un premier temps, on va apprendre aux gens à des gestes de premier secours sur la ligne de front, la pose du garrot, voilà, les premières les questions respiratoires, l'arrêt cardiaque, etc. Puis ensuite, on va leur montrer grosso modo ce qu'est une arme, comment elle est faite, etc. Et souvent, ça va s'arrêter là. Mais en réalité, ce que l'on observe, c'est une sorte de processus aussi individuel d'aguerrissement où les gens viennent à ces formations parce qu'aller plus loin est un petit peu effrayant pour eux. Hein. Ils veulent comprendre, ils veulent savoir, ils veulent ne serait-ce que physiquement en fait se retrouver à un moment donné dans une posture qui ressemble, qui de loin ressemble celle du combattant. Et ce que me décrivent les organisateurs de ces écoles, c'est que il y a un cheminement individuel. C'est-à-dire on va faire une formation basique, on va revenir par une formation plus approfondie, on va faire quelque chose de beaucoup plus technique et ensuite on va être prêt éventuellement à être mobilisé alors qu'on n'était pas du tout prêt en amont. Ça, c'est des initiatives individuelles en fait pour lesquelles il y a une infrastructure dans la société qui permet de le faire. Mais les forces... Laisser le temps d'infuser en quelque sorte, c'est-à-dire faire un truc un peu par à coup. Exactement. Alors l'armée ne peut pas se permettre de le faire parce que précisément ils ne sont pas dans cette urgence-là. Voilà, il y a l'urgence de la guerre de haute intensité. La société prend le relais. Alors en revanche, ce que fait l'armée aujourd'hui, c'est aussi de changer un peu le modèle de recrutement militaire et de mobilisation en privilégiant de plus en plus, et c'est une pratique qui a été lancée en réalité par une initiative complètement civile et qui s'est complètement diffusée, elle fait tache d'huile sur l'ensemble des forces armées, qui est le recrutement ciblé sur profil de poste et annonce. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'on a tendance à sourire. Le monster.fr ou le LinkedIn de... Oui, mais en réalité, il y a derrière quelque chose de très intéressant. Je compare souvent la mobilisation telle qu'elle est pensée, par exemple, dans les textes législatifs ukrainiens, à ce jeu
et la manière dont elle s'exécute à ce jeu qu'on donne souvent aux bébés où il y a un triangle à mettre dans un orifice triangle, un rond à mettre dans un orifice rond. Et en fait, la mobilisation, c'est un triangle qu'on essaierait de faire rentrer dans un orifice rond. L'orifice rond étant la société telle qu'elle est aujourd'hui. C'est plus vraiment adapté, ça n'a plus exactement la même forme. Alors, on peut le faire, mais ça casse. Ça casse soit du côté de la société, soit du côté de la mobilisation elle-même. Et en l'occurrence, on voit qu'en Ukraine, ça casse un petit peu des deux côtés. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, dans une société à la fois où les gens sont pleins d'initiatives, dans une société où les gens sont attachés à des valeurs d'autonomie, attachés à des valeurs de respect des droits, eh bien, on a besoin de leur donner un certain nombre de gages pour qu'ils se sentent, en fait, pour qu'ils adhèrent, alors qu'ils soient les acteurs de leur propre incorporation et de leur propre mobilisation. Et le recrutement ciblé, ça commence effectivement par un portail. Puis ensuite, le portail va être repris par plusieurs forces armées, par les brigades. Les brigades vont pratiquer le recrutement ciblé. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs corps d'armée. Moi, je suis allée voir un centre de recrutement comme ça de la défense territoriale qui vont complètement endosser ce modèle-là, c'est-à-dire celui qui vient se renseigner. On ne va pas l'embarquer tout de suite, mais il vient se renseigner pour un poste. On lui demande ses compétences. Ce poste va être très souvent à l'arrière dans un premier temps. Et puis, avec cette idée aussi d'acculturation progressive. Et puis, il a une personne en face de lui qui n'a pas pour vocation à le recruter, qui a pour vocation à le renseigner. Donc ça, d'exprimer les besoins. Ouais. D'exprimer les besoins, de jauger un profil. Les Ukrainiens ne font pas confiance à leur institution militaire pour être efficaces dans la détermination de leur qualité, du meilleur de leur profil. Ça fait partie justement de là où ça coince. Et ils essayent de résoudre cette question. Moi, j'échangeais avec un collègue jeune chercheur doctorant, donc qui lui, en statut de doctorant, n'était pas immédiatement concerné par la mobilisation, parce que c'est encore une manière aujourd'hui on va dire d'échapper à l'appel. Et en même temps, voilà, il avait son père qui était au combat, lui-même avait fait et avait devancé une formation militaire d'officier. Je dis, mais bon, t'es formé comme officier, t'es en âge de combattre, et pourquoi tu y vas pas ? Enfin, sans jugement de ma part, je veux dire, j'essaie de comprendre quels sont les mécanismes individuels aussi qui vont faire ça. Et effectivement, la première réponse est, mais j'ai une formation comme officier pour les affaires civilo-militaires, je pense que si je suis envoyé au combat, je vais sans doute pas être utilisé à bon escient par rapport à ce que je pourrais apporter, et finalement, j'ai pas forcément confiance dans la hiérarchie pour m'utiliser pour que ça ait un sens. Et l'année dernière, j'avais avec quelqu'un d'autre de la même tranche d'âge à peu près la même discussion. À l'inverse, quand j'ai pu discuter par exemple avec certaines brigades qui elles ont des volontaires qui devancent l'appel, qui se portent volontaires pour aller travailler chez eux. Je pense par exemple à la brigade Azov que j'ai rencontrée. Qui ne recrute pas de mobilisés, qui ne recrute que... qui recrute ce contrat, sur contrat et sur volontaire. Quelle est la motivation de quelqu'un aujourd'hui pour rejoindre Azov, qui est une brigade d'assaut, qui a des niveaux de perte qui sont élevés, par rapport à simplement quelqu'un qui attendrait le coup près de l'appel pour être envoyé dans on ne sait quelle unité lambda. Et la réponse c'est on aura des chefs compétents qui sauront nous utiliser intelligemment, et on aura une bonne prise en charge des blessés. C'est deux choses par exemple qui frappent et qui sont pas toujours qui dominent pas l'image générale de la manière dont le système militaire dans son ensemble performe, au contraire. Mais du coup qui va en creux aiguiller positivement sur certaines unités qui vont sortir du lot parce que justement elles se distinguent. Et pour conclure sur la distance entre l'état de la société civile ou le terreau aujourd'hui dans lequel il peut mobiliser et le besoin militaire, les échos que j'ai pu avoir, c'est qu'il y a une cible mensuelle de recrutement, d'incorporation aujourd'hui autour de 30 000, ça c'est les chiffres publics. On sait que ceux qui sont touchés sont un petit peu en dessous, même si le ministère dit que c'est plus ou moins tenu. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le delta qu'il va y avoir entre ceux qui sont effectivement
immédiatement touchés et ceux qui finissent l'incorporation, et il y a un delta assez important, de l'ordre de plusieurs dizaines de pourcents. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que les chiffres sont pas consolidés, et ce delta correspond à des gens qui ne correspondent pas soit au niveau de leur niveau physique, simplement, parce que on recrute aussi sur des tranches de plus en plus âgées, ou avec des gens qui peuvent avoir des déficiences sous une forme ou sous une autre, soit sur le plan mental, mais donc il y a un certain nombre de gens qui en fait ne correspondent pas à ce qu'aujourd'hui il est possible d'incorporer dans les missions. Et donc là, il y a ce delta qui, effectivement, un certain nombre d'initiatives, soit sociétales, soit gouvernementales, cherchent à combler. Deuxième point d'intérêt, peut-être, on va aller plus vite. Un peu parce que sinon en plus, on l'a en partie touché, mais c'est le point d'intérêt, c'est l'innovation. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait, et l'écosystème d'innovation, ça m'a déjà frappé la dernière fois, à la fois technologique et organisationnelle, et cette horizontalité dont on a parlé, cette compétitivité ou mise en concurrence aussi, ça c'est quelque chose de très fort. Je prends un exemple parmi d'autres. Donc on a les fameux systèmes de force de systèmes de drones et robotiques qui sont aujourd'hui commandés par un commandant qui est très célèbre d'une ancienne unité de volontaires qui s'appelle Magyar, donc qui est d'origine hongroise, et qui publie chaque mois les meilleures unités de drones avec un système de points, ce qui peut poser beaucoup de questions, et sur le plan éthique et sur le plan juste managérial, mais on a vraiment l'impression d'être dans une start-up où on dit alors les unités les plus performantes, ceux qui ont fait le plus de bilan sur le terrain, et pour créer une émulation, pour créer une compétition. C'est super important aussi en termes d'allocation des ressources, parce que les premières au classement sont celles qui peuvent recruter le plus facilement, qui ont accès le plus à des nouveaux matériels, etc. Ce qui est ce qu'on appelle l'effet Mathieu en sociologie, c'est-à-dire ceux à qui ont tous cela même tout sera donné. Ce qui joue à plein dans l'inégalité entre unités, et tout le monde le sait, les brigades aujourd'hui en Ukraine, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les équipes de foot, chacun a celle qui soutient, et puis il y a celles qui sont au top du classement, celles qui montent, celles qui descendent, etc. Chacun a ses préférés, entre guillemets, celles à qui il donne, et globalement, effectivement, les gens ont question tendance très intéressante, c'est qui est en tête du classement? C'est quoi, on peut le dire Azov, très clairement. Ouais, alors pas Azov aujourd'hui, je pense, mais plus la troisième d'assaut qui n'est pas Azov. Qui est issue d'Azov. Donc il y a une fraternité forte. Mais voilà, avec des sujets de tension. Donc il y a une unité de l'armée régulière des forces terrestres, qui est une grande compétition avec la 12e brigade d'assaut de la garde nationale, qui elle a officiellement le nom d'Azov. Il y a la brigade Khartia, qui est aussi connue. Il y a la 93e brigade d'assaut. Il y en a un certain nombre qui peuvent être qui sont aujourd'hui dans le top. Ensuite dans les drones. Est-ce qu'il y a parce que si on pousse la métaphore du match de foot, non mais c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une rivalité, évidemment. Non, mais une rivalité, mais est-ce que ça se voit dans la rue? Je sais pas, est-ce que les gens ont du merch? Est-ce que les gens ont des patchs? Est-ce que les gens en Ukraine aujourd'hui, vous n'avez pas de pub de yaourt, en fait, sur les panneaux publicitaires. Vous avez des pubs des brigades. L'espace publicitaire est entièrement rempli par les brigades qui ont chacune leur iconographie, les tags dans la rue, et donc bien sûr, l'espace public est dominé par ça, avec en plus des brigades qui ont une activité sociale qui va bien au-delà du front. Là, je discutais avec un certain nombre de gens qui étaient allés à un festival de musique organisé par Khartia, dans lequel ils avaient eu un certain nombre de stars de la scène musicale ukrainienne. Donc ça devient un phénomène de pop culture au-delà de la réalité organisationnelle. Il y a des couleurs qui sont associées, mais ils changent parce qu'ils innovent beaucoup dans les campagnes de communication. Vous avez un disque de musique produit par la 3e d'assaut aussi, par différents créateurs ukrainiens. Alors c'est une musique un peu jeune, il n'y a pas beaucoup de musique classique. J'étais en train de me demander, depuis tout à l'heure, je me demande quel genre de musique ce serait. Je pense tout de suite à du hard rock, mais en même temps c'est un peu évident. Mais en même temps, Azov par exemple a eu cet été une campagne très intéressante qui n'était pas du tout à destination de combattants et pas du tout pour recruter dans la brigade d'Azov, mais à destination de la société civile. C'était une campagne qui a circulé sur YouTube et ça a fait pas mal de débats, qui s'appelait Le mien est chez Azov, où en fait ils mettaient en scène des vrais parents
proches de combattants de chez Azov, qui faisaient face à l'incrédulité du public général, qui s'imaginait pas en fait que voilà qu'on puisse être fier d'un combattant chez Azov. Ça a provoqué effectivement parce qu'il y a toujours en Ukraine débats. aussi ce semi-stigmate qui a depuis été déconstruit beaucoup de l'identité politique non, c'est pas d'Azov, du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est plus l'idée que dans la mesure où il s'agit d'une brigade qui est précisément une brigade d'assaut, qui a des pertes humaines importantes, qui est en première ligne, c'est quelque chose qui devrait faire peur. Or là, en fait, on met en scène des parents et des proches qui sont extrêmement fiers en fait de leurs proches combattants. Azov s'occupe des siens, etc. Je pense à une autre campagne d'Azov qui était Azov est prête à tout, et dans laquelle on voyait Azov se battre contre des zombies, Azov se battre contre dans un certain nombre de situations, on va dire totalement étranges et spectaculaires, mais dans laquelle Azov. Mais du coup, j'ai perdu mon fil qui était celui de l'innovation, qui était celui que justement cette mise en compétition, parce qu'on a la même chose qui est un peu plus niche sur les dronistes, tel ou tel droniste qui est unité de droniste qui est plus connue, etc. Est-ce que les dronistes, il y a une héroïsation aussi de la même manière que ceux qui sont littéralement sur le front, ou est-ce qu'il y a quand même un les dronistes sont sur le front, mais oui, il y a une héroïsation, de certaines forces spéciales du GOUR qui font les frappes dans la très grande profondeur, ceux qui font Spiderweb, ceux qui font c'est aussi autre chose, mais donc chacun a ses spécificités, mais donc on a cet imaginaire qui se construit à partir quand même malgré tout d'unités d'élite qui ont chacune leur expertise, leur spécialité. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'impact que ça a sur l'innovation. C'est-à-dire que oui, ça crée une inégalité dans le traitement des brigades, dans le financement des brigades, dans le financement des unités, et en même temps, il y avait une reconnaissance qu'ils avaient besoin de ces locomotives qui sont aussi les laboratoires où vont être développées les nouvelles tactiques, les nouveaux systèmes d'armes qui vont ensuite se diffuser aux autres unités un peu moins innovantes, qui vont copier par mimétisme les unités d'avant-garde, on va dire. Au sens tactique et technologique du terme. C'est la même chose, et c'est là où ça m'intéresse, c'est qu'il y a un mimétisme entre ce qu'on voit sur le front et ce qu'on voit sur l'arrière dans l'industrie de défense, parce que j'ai aussi fait beaucoup d'entretiens dans l'industrie de défense. L'année dernière, on m'avait dit, vous avez entre 200 et 300 producteurs de drones différents en Ukraine. Donc on avait un émiettement, un foisonnement qui me semblait complètement fou aujourd'hui, mais qui en même temps était ce qui permettait d'obtenir cette masse de 1 million de drones à l'époque. Aujourd'hui, on parle de jusqu'à 4 millions de drones pour la plupart des petits drones type FPV, mais malgré tout, avec une cottage industry, en fait, vraiment chacun qui produit des ateliers de drones dans des garages, comme ce qu'on expliquait, etc. Et là, je me disais, bon, ça a dû se rationaliser, il y a dû avoir une concentration, et on me dit, non, vous avez à peu près 1 millier de Miltech, donc de compagnies qui font, qui sont de l'industrie défense, une bonne partie des dronistes, mais pas que. Il y en a qui développent du software, il y en a qui développent de la guerre électronique, etc. Et je me dis, mais comment on se retrouve là-dedans ? Et là aussi, vous avez un marketplace, vous avez une mise en concurrence avec le meilleur drone qui marche en ce moment, avec un système de points, avec un système d'acquisition, et ceux qui ont le plus de moyens, qui vont s'acheter les drones qui marchent mieux, des choses importées, des choses produites localement. Avec des startups qui sont désormais des scale-up. Je pense à Firepoint, par exemple, qui fabrique les Flamingo, donc les fameux missiles de croisière qui ont été annoncés cet été, comme une percée technologique par les Ukrainiens. Ça, au départ, ce sont des startups qui faisaient pas grand-chose et qui maintenant sont en train de produire des systèmes complexes comme ce que nous, on voit chez des grands industriels du secteur, comme il n'y en a qu'un très petit nombre en Occident. Et donc ma question derrière, c'était: est-ce qu'on va avoir ce scale-up ? Est-ce qu'on va avoir cette mise à l'échelle ? Parce qu'il y avait quand même une question derrière de gens qui disaient, bon, c'est bien, tous ces drones, toutes ces innovations extrêmement buissonnantes, mais est-ce que demain, pour arriver à la mise à l'échelle dont on a besoin, on n'aurait pas besoin de ce que les Russes, pour le coup, font très bien, un énorme centre de production comme les Russes ont à Alabouga, sur la mer Caspienne, qui va dépoter 800 Shahed par jour et qui va produire cette échelle industrielle
industrielle dont on a besoin. Et donc c'est cette question aussi que, à la fois sur l'émiettement opérationnel des unités et sur l'émiettement, on va dire, technologique, on voit bien qu'il y a un écosystème très innovant et en même temps des questions sur cette mise à l'échelle. Anna ? Alors moi, ce qui est bien, c'est que mon troisième point, on va faire dans l'efficacité et dans la continuité directe en fait de ce que dit Élie, je me suis posé la question du statut des gens qui sont dans ces dispositifs d'innovation et dans le lien en fait entre ceux qui à l'arrière vont réfléchir, produire, avoir des prototypes d'applis, de drones ou d'autres choses d'ailleurs, et les forces armées. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est l'importance précisément et le grand nombre de gens dont le statut est hybride, qui sont vraiment dans la zone grise entre le civil et le militaire, et qui sont ceux grâce à qui en fait qui sont les médiateurs, grâce à qui la connexion est faite. Alors déjà, quand vous vous baladez dans une rue ukrainienne, à Kiev par exemple, je ne sais pas si Élie fait le même constat, c'est très compliqué. On voit énormément de gens dont on se dit qu'ils ont un lien avec l'armée, mais c'est très compliqué pour un certain nombre d'entre eux de savoir s'ils sont des civils ou des militaires. Non pas parce que le treillis est à la mode, mais parce que précisément, vous avez une variété de statuts qui fait que les gens ont besoin d'être en treillis et en uniforme à différents moments, qui ne veut pas dire forcément qu'ils ont C'est le fameux costume Zelensky. Alors voilà, et la tenue Zelensky est complètement typique de ça. C'est-à-dire que soit le mec qui revient de l'entraînement ou de sa formation, ou quelqu'un qui est dans ses unités, etc. Oui, mais il y a un look. Oui, mais qui a un lien, qui a souvent une raison pour porter ça. C'est-à-dire qu'on ne porte pas ça juste parce que c'est à la mode et qu'on est en guerre. Il y a vraiment beaucoup de gens qui portent ça, du coup. Et il y a énormément de gens qui sont habillés en Zelensky, ça c'est certain, mais beaucoup qui ont des éléments en réalité de tenue militaire qui peuvent vouloir dire tout simplement qu'ils n'ont pas d'autres tenues et que donc ils mettent ça même en étant en congé, mais qui peut vouloir dire aussi qu'ils ont ce statut hybride. Mais enfin ça c'est plutôt anecdotique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait vous avez dans tous ces endroits des gens qui soit par exemple sont des militaires d'active, mais qui pendant leur temps libre, leur congé, leur week-end, leur soirée, en fait vont s'investir dans un autre projet sous une autre étiquette, sous une étiquette ONG par exemple, ou sous une étiquette entreprise, dans le développement de quelque chose. Vous allez avoir pas mal de gens qui sont des civils, mais qui sont des anciens combattants, des vétérans par exemple démobilisés, et qui vont faire la navette entre les unités militaires, le front et l'arrière, pour tester des matériels, pour faire des retours d'expérience, pour ramener aussi un certain nombre de choses, pour former les combattants sur place, ou pour ramener en fait à l'arrière de la connaissance sur à quoi est-ce qu'il faut former, en fait, qu'est-ce qui a changé et quel type d'entraînement il faut mettre en place. Vous allez avoir des gens qui sont liés à l'armée par des considérations tout simplement familiales, c'est-à-dire qu'on va avoir un proche mobilisé sur le front et voilà, comme disait Élie, c'est pas juste une histoire de supporter une unité militaire comme une équipe, il y a une sorte de réseau familial qui se constitue autour des unités militaires, où en fait, on va, par exemple, être à l'écoute des besoins. Il y a besoin de plus de nouvel équipement de telle ou telle sorte. En fait, c'est les proches à l'arrière qui vont l'assembler, et c'est le militaire lui-même qui va le ramener à l'occasion d'un... Il y a une association de soutien de telle brigade, il y a des amis d'eux. Il y a une très grande permissivité, en réalité, aujourd'hui, en Ukraine, des forces armées pour cette fluidité et cette circulation qu'on n'imaginerait pas sans doute dans des forces armées structurées en temps de paix, où il y a véritablement une coupure entre qui est dedans et qui est dehors, qui a le badge et qui n'a pas le badge pour entrer. Et en fait, c'est grâce à ces personnes hybrides et ces passeurs qui agissent souvent par lien personnel en fait, avec des personnes sur le front et des militaires, que l'innovation est possible. Et ça, c'est possible aussi. Pour pousser encore le raisonnement un petit peu plus loin, parce que l'armée ukrainienne aujourd'hui est constituée pour une très grande partie de civils d'hier. Et que ce n'est pas parce qu'ils sont en uniforme, et ce n'est pas parce qu'ils ont une arme à la main et qu'ils combattent, qu'ils sont devenus des militaires dans leur culture de l'innovation, dans leur culture professionnelle, dans leur culture de communication aujourd'hui. Et donc en fait, vous avez beaucoup de dispositifs qui sont gérés de manière civile, par des militaires en exercice, ce qui est aussi une forme d'hybridité, parce qu'ils considèrent que c'est comme ça que c'est efficace, et donc il n'y a aucune raison, par exemple, de ne pas communiquer, s'il ne s'agit pas de considération de sécurité, ou qu'il n'y a aucune raison, par exemple, de ne pas critiquer. Et notamment la critique et la remontée des dysfonctionnements
font plutôt pas partie de la culture militaire, on va dire post-soviétique, telle que la connaissait l'armée ukrainienne, mais sont par exemple très répandues dans les ONG et les entreprises ukrainiennes. Et donc, elle a totalement imprégné les forces armées aujourd'hui. Elie, et peut-être vous enchaînez directement sur votre dernier point. Non, mais j'ai rien de plus à rajouter, mais vraiment, oui, civilianisation de l'armée, militarisation de la société, c'est quelque chose, c'est des tendances croisées qu'on ressent très fortement. Mon troisième point, pour conclure peut-être justement sur quand même les aspects internationaux, parce que c'est aussi le cœur de ce sur quoi je travaille, c'était là-dessus, sur l'aide internationale et l'évolution du paysage de l'aide internationale, parce que entre mon précédent voyage et celui-ci, évidemment, il y a Trump qui est arrivé, et voir un petit peu comment, vu d'Ukraine, justement, cet enjeu du soutien international est perçu, ça m'intéressait, voir la perception de la coalition des volontaires, voilà, la perception de l'Europe, de soutien européen versus états-unien, etc. Donc là-dessus, moi, ce qui me frappe, c'est peu d'illusions de la part des Ukrainiens sur l'aide américaine dans son engagement stratégique durable. Au contraire des échanges que je peux avoir avec d'autres pays en Europe, voilà, Pologne, pays baltes, nordiques, sur lesquels on sent que des pays membres de l'OTAN... qui sont encore dans le déni et qui se disent que ça va passer si dans ça le se trouve. déni, ou en tout cas qui refusent de se résoudre à l'idée qu'il y a un changement paradigmatique qui est en route et qu'on peut essayer de faire plus contre mauvaise fortune bon cœur, etc. Mais du côté ukrainien, je pense que il y a le passage de Zelensky dans le bureau Oval a été quand même un vrai choc. C'était pas forcément comme ça qu'il le voyait au moment de l'élection de Trump, mais il y a eu la prise en compte, il me semble, de ce qui se passe. Pour autant, il y a un pragmatisme parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas faire sans l'armement américain, et ça c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde un peu dans les processus, et là je reprends plutôt ma casquette think tanker, moins sociologue, c'est que de fait il y a un transfert. L'armement américain va rester en Ukraine et va continuer à arriver en Ukraine parce que l'Ukraine en a besoin, mais simplement ça va passer d'un financement américain à un financement européen massivement. C'est la dynamique du PEARL, donc le Priority Ukraine Requirement List, mais il y a d'autres instruments qui existent dans lesquels en gros c'est aujourd'hui les Européens qui achètent aux Américains, et de plus en plus cher, je précise, du matériel américain stocké en Europe qui appartenait à l'armée américaine, ou via des entreprises américaines sur des achats directs au profit des Ukrainiens. Donc on a une bascule, on va dire, de la charge de l'aide sur les Européens qui est inégalement répartie, et ça ils le voient très bien, que vous avez des pays qui payent et des pays qui ne payent pas. Les pays qui payent aujourd'hui, ce sont les Nordiques, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni dans une certaine mesure. Vous avez les Baltes à leur mesure qui payent aussi. La question des Polonais qui est un peu plus compliquée, qui soutiennent beaucoup, qui ont beaucoup soutenu, mais maintenant sur laquelle il peut y avoir des tensions, et ça passe par leur territoire, etc., par le mécanisme NSATU de l'OTAN. Et voilà, ils savent très bien qu'il y en a d'autres qui ne payent pas. Voilà. Parce qu'il y a pas d'argent, suivons, gars. Ça c'est important dans le mécanisme d'achat. Je reviendrai sur Coalition des volontaires à toute fin. Le deuxième mécanisme, donc ça c'est achat de matériel américain pour l'Ukraine avec de l'argent européen. Il y a aussi le mécanisme un peu plus classique et poussé par la France d'un achat en Europe, lapsus, pour les Ukrainiens, mais avec une industrie de défense européenne qui se réveille plus ou moins rapidement, etc. Et donc ça existe, même si on sent que la question du matériel européen made in Europe en Ukraine n'était pas non plus... il y a des choses qui marchent bien et qui veulent, les SAMP-T, etc., mais qui aujourd'hui n'ont pas soit la prise de commande, soit la capacité de production qui suit derrière. Il y a un troisième modèle qui se développe beaucoup, qui s'appelle le modèle danois, qui est un modèle où, initié par le Danemark, mais il y a 2 pays qui le font maintenant, où c'est des commandes prises par des pays européens qui en ont les moyens auprès d'industries
ukrainienne pour produire en Ukraine pour l'Ukraine. C'est-à-dire, donc, il y a un afflux de capitaux en disant, finalement, il y a une industrie de défense ukrainienne qui explose, avec une capacité de production à moindre coût et avec un meilleur rendement que ce que vous avez en Europe. Donc, si j'ai 4 milliards à mettre, plutôt les mettre dans l'industrie de défense ukrainienne que dans l'industrie de défense européenne. Ce qui est un risque de manque à gagner pour l'industrie européenne, mais en même temps, qui montre qu'il y a des choses qui ont pas évolué. Et ça c'est beaucoup fait. Les Nordiques qui n'ont pas une grosse industrie de défense eux-mêmes disent finalement entre acheter à des Français des canons César ou acheter à des Ukrainiens des canons Bonada, puisque de toute façon c'est pour l'Ukraine, pourquoi pas acheter pour moins cher ou pour autant d'argent en avoir plus. Et le dernier modèle qui a été beaucoup poussé par le white paper, le livre blanc sur la défense européen, c'est l'histoire des coproductions et des joint ventures, ce qui est très intéressant, donc d'avoir des JV européano-ukrainienne, avec une entreprise d'un pays d'Europe et en Ukraine pour produire en Ukraine, donc un peu modèle danois, mais avec du partage de propriété intellectuelle, voire ce qu'on appelle des JV à l'envers, avec de la production hors d'Ukraine, mais par des entreprises ukrainiennes, avec toute la question de la levée du contrôle de l'embargo à l'export. Zelensky a dit depuis 2022, l'Ukraine n'avait pas le droit d'exporter de matériel de guerre. Demain, il pourrait exporter pour produire peut-être à l'extérieur de l'Europe, soit pour l'Ukraine, soit pour l'export. Et ça se fait aujourd'hui sur la propulsion solide pour le Flamingo, justement le missile de croisière avec une JV dano-ukrainienne. Et pour des drones qui sont faits au Royaume-Uni. Là aussi, on voit en géographie quand même des pays les plus impliqués. Donc ça, c'est un peu le paysage, l'évolution de la coopération européano-ukrainienne qui devient plus compliquée, avec des questions, par exemple, de savoir... nous, on a beaucoup entendu du côté de l'industrie de défense française, on ne veut pas aller en Ukraine parce qu'on va se faire voler notre technologie. C'est très intéressant, c'est que les Ukrainiens aujourd'hui disent on se méfie de ces joint ventures parce que les Européens vont venir nous voler notre innovation qui est peut-être la meilleure chose que l'Ukraine a pour demain, pour ces relais de croissance, c'est l'innovation qu'on a créée. Donc nos IP, on veut bien pouvoir les garder. Ils se sont rendus compte que leur droit de la propriété intellectuelle n'était pas extrêmement protecteur pour eux. Anna, peut-être Oui, juste un commentaire. C'est vrai que moi, dans mes échanges, ce que j'entends très souvent, c'est une volonté des Ukrainiens de réduire leur dépendance en général, quelle que soit la nature de la dépendance, de tous les partenaires qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois extrêmement conscients de l'importance du soutien pour le maintien de la défense de l'Ukraine, et en même temps ils voient leur avenir davantage dans une autonomie aussi bien dans la production de l'armement que dans d'autres domaines. Peut-être un mot de la fin mais très rapidement, parce que ça fait déjà 1h30 qu'on y est. Non, mais sur ce que vous êtes reparti en vous disant que vous alliez regarder quoi de loin désormais, c'est-à-dire là, de votre dernier voyage, quelque chose qui vous a intéressé, vous vous êtes dit, ah tiens, ça c'est une porte d'entrée que j'avais pas forcément et qui est un truc à monitorer intéressant. Je sais pas, Anna ? Moi, je vais me concentrer, je pense, si je le peux, mais ça demande un petit peu plus de préparation et un peu moins d'improvisation sur les brigades précisément, et cette question d'autonomie des brigades, à la fois dans le recrutement, dans la formation, dans la communication, c'est des choses qui méritent d'être explorées, et aussi ces différences, ces inégalités et ces compétitions entre les brigades que l'on observe. Et moi, je dirais le processus d'apprentissage des Ukrainiens du front, le processus de rétexte, de retour d'expérience, d'enseignement, la manière dont ils disséminent d'une unité à l'autre, mais aussi en remontant la chaîne via la formation, ce qu'ils apprennent du front, avec un front qui bouge beaucoup, avec des conditions qui évoluent en permanence. Et aussi, c'est peut-être ce qui m'intéressera le plus, c'est comment les Européens et les Français en particulier arrivent à apprendre de l'Ukraine. J'ai l'impression que depuis 3 ans et demi, on entend beaucoup de choses sur l'Ukraine, on a beaucoup de mal à transformer nos armées en prenant ce qu'il faut prendre du champ de bataille en Ukraine, et en même temps en arrivant à isoler ce qui n'est pas transférable, ce qui n'est pas exploitable. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on entend le plus souvent en échangeant avec les militaires, c'est « Ah mais oui, mais c'est une guerre très difficile.
différent, de toute façon, c'est inapplicable. Et finalement, il y a une espèce de réaction aujourd'hui assez réfractaire sur les enseignements à tirer d'Ukraine. Et en même temps, on a aujourd'hui une stratégie de défense de sécurité nationale qui met la Russie en avant comme principale menace. Et de toute façon, voilà, aujourd'hui, le meilleur test, la meilleure manière d'apprendre ce qu'est l'armée russe aujourd'hui, c'est en Ukraine que ça se fait. Et de toute façon, la menace russe qu'on aura demain, elle sera étalonnée sur sa propre expérience d'Ukraine. Aussi, ça nous dit en creux que l'armée russe de demain, ça sera une armée qui aura été aussi transformée par la guerre en Ukraine. Donc pour ça, voilà, ce mécanisme d'apprentissage en Ukraine et de l'Ukraine, c'est quelque chose qui m'intéresse pour les mois et années à venir, je pense. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, je vais rappeler, on va sans doute vous lire, ça va sans doute donner des articles, peut-être des livres dans les mois qui viennent, et puis je pense qu'on en reparlera très prochainement à ce micro d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Merci. C'était donc le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme toujours, les commentaires, les remarques sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux, sur Spotify, sur YouTube et sur Apple Podcast. Tout ça aide grandement à la visibilité, à la diffusion du podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.